Bienvenue à toutes et à tous à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, pour le 8e Grand Prix de la saison. Cette ancienne république de l'URSS est située sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie et est entourée de l'Arménie, de la Géorgie, de la Turquie, de la Russie et de l'Iran. L'économie de l'Azerbaïdjan est fortement dépendante de l'exploitation du pétrole en mer Caspienne, qui représente 70% de ses exportations et 50% du budget de l'État. La langue officielle est l'azéri et la monnaie le mana. Établi sur une colline, le noyau historique de Bakou conserve des vestiges architecturaux des époques turques et persanes. Il y a également un musée des tapis et des arts populaires. La ville administrative moderne s'est développée en contrebas, entourée des satellites industriels. Bakou a accueilli en 2012 le Bakou City Challenger, une course automobile sur un circuit tracé en pleine ville. Et dans quelques instants va se disputer le tout premier Grand Prix de Formule 1 de l'histoire de Bakou et de l'Azerbaïdjan. Ce circuit urbain développe 6001 mètres, compte 20 virages que les pilotes devront parcourir 51 fois. Le tracé comporte 3 zones très rapides sur lesquelles les monoplaces devraient flirter avec les 340 km à l'heure. Personne ne connaît ce tracé, pilotes et ingénieurs ont dû l'apprendre en images de synthèse et en simulateur. Ce sera également une grande découverte pour tout le monde. Une première partie du circuit est très rapide avec 3 virages à angle droit avant d'entrer dans la vieille ville. Plusieurs tours moyenâgeuses sont carrément sur le circuit et forment des chicanes difficiles à passer. Le tracé est beaucoup plus technique et plus lent avant de revenir sur la plus longue ligne droite de la saison pour rejoindre la ligne d'arrivée. Une ligne droite de plus de 2 km où les voitures seront évidemment à fond. Un casse-tête pour trouver les bons réglages entre ces 3 zones rapides et la partie la plus lente. Nico Rosberg vous explique comment un pilote apprend un nouveau circuit. La première chose que nous faisons est de nous entraîner sur un simulateur. Cela nous donne déjà une bonne idée de ce qui nous attend réellement. Ensuite, on doit faire confiance à notre expérience pour comprendre et s'adapter à cette nouvelle piste. Et celui qui comprendra le tracé le plus vite aura bien sûr un avantage sur les autres. Et pour vous, les ingénieurs, quelle est la plus grosse difficulté d'apprendre sur un circuit? La plus grande difficulté réside dans le fait que nous n'avons aucune donnée de la piste. On doit donc attendre la première séance d'essai libre pour récolter les premières informations. On essaye également de prévoir les données de la piste avec le simulateur, de comprendre les différents virages. On a scanné le tracé pour essayer de le comprendre le mieux possible. Il faut savoir que normalement on effectue entre 100 000 et 200 000 simulations et le même nombre sur les possibilités de réglage de la voiture. Depuis son passage chez Red Bull et sa victoire en Espagne, Max Verstappen a acquis une nouvelle notoriété dans le monde entier et plus particulièrement aux Pays-Bas. Après le Grand Prix de Monaco, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 est allé à la rencontre de ses fans sur le circuit de Zandvoort. Il y a bouclé quelques tours de piste au volant de la RB8, championne du monde en 2012. Les Pays-Bas avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir leur nouvelle graine de star et susciter quelques vocations. Son successeur était d'ailleurs peut-être dans les tribunes. Daniel Ricciardo garde le sourire, mais les boulettes à répétition de l'écurie Red Bull pourraient l'inciter à aller voir ailleurs. Et pourquoi pas en V8 Supercar, l'une des disciplines les plus populaires en Australie. Une triple 8 et Sandman de 700 chevaux, c'est sympa à conduire, ça glisse bien, mais il n'a pas vraiment été convaincu par son look. Bah oui, les breaks, c'est bien pour partir en vacances avec les enfants, mais pour faire la course... À quoi ressemblera Lewis Hamilton dans 50 ans lorsqu'il en aura plus de 80? Je suis sûr que c'est la question que vous vous êtes posée en allumant votre télé, alors on va essayer d'y répondre. Did I ever tell you about the time your grandpa became world champion in 2008? Of course you did. How about 2014? 2015? Tell me how you did it. Your grandpa was a very cautious driver. He never took any risks. Never. And I always did what everyone was expecting of me. I don't think
so, Grandad. That's stupid. Now that's my girl. Nico Hülkenberg et Sergio Pérez sont de bons pilotes, ça ne fait pas de doute, mais ils sont par contre de bien piètres dessinateurs. Et forcément, quand on leur demande de dessiner leur Force India, ça dérape. Ok. Pas sûr que le concepteur de leur prochaine voiture se servira de ses croquis pour dessiner la prochaine monoplace de l'écurie indienne. Kevin Magnussen et Jolyon Palmer sont de bons pilotes, ça ne fait pas de doute, mais leur Renault est, comment dire, un peu moins rapide qu'elle ne voudrait l'être cette saison. Alors, pour noyer leur chagrin, les deux gaillards se lancent dans des défis un peu bizarres. Ça leur permet au moins de retrouver leur sourire et leur âme d'enfant, c'est déjà ça de prix. Et puis, les mini-drivers se sont revenus à leur manière sur le dernier Grand Prix du Canada. Ce qui les a marqués, le départ manqué de Lewis Hamilton, suivi de son duel très musclé avec Nico Rosberg. Les deux passages par les stands de Sebastian Vettel, qui lui ont fait perdre la course. La remontée du leader du championnat du monde, qui avait la rage et qui n'a pu éviter de partir en tête à queue après son dépassement réussi sur Max Verstappen. Bon, fini de rire, le vrai résumé du Grand Prix du Canada, c'est maintenant dans la suite de Warm-Up. Un duel musclé entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg, ça devient une habitude et ça s'est une nouvelle fois vérifié au Canada. Après avoir manqué son départ et laissé filer Sebastian Vettel, le triple champion du monde n'a pas hésité à aller au contact avec son coéquipier qui a perdu plusieurs places dans l'aventure. Nico Rosberg n'a jamais réussi à revenir dans le coup pour jouer la victoire et a terminé à la 5e place. Il a été victime d'une crevaison lente et obligé d'économiser son essence en fin de course avant de partir à la faute après avoir tenté de dépasser Max Verstappen. J'ai choisi d'attaquer Lewis à l'extérieur parce que sinon cela revenait à dire que j'acceptais de rester derrière lui. À Barcelone ça avait marché, je l'avais attaqué à l'extérieur et j'avais réussi à le dépasser. J'ai donc tenté la même chose, mais ici il était bien plus agressif et m'a poussé en dehors de la piste avec ce contact. La prochaine fois c'est sûr, je garderai ma ligne. Après sa victoire à Barcelone et son abandon à Monaco, Max Verstappen a donc accroché une belle 4e place après avoir réussi à résister aux assauts de Nico Rosberg. Dans les 5 derniers tours, d'habitude on lève un peu le pied, mais parfois il faut encore travailler dur. C'est ce que l'on a fait ici. Cela n'a pas toujours été facile de trouver le bon point de freinage quand on défend, surtout dans la chicane, mais bon, ça a marché. Et une fois qu'il est parti en tête à queue, je me suis dit « Ok, merci beaucoup ». Valtteri Bottas a profité des déboires de Nico Rosberg pour s'en aller décrocher son premier podium de l'année. Après un début de saison difficile, le pilote finlandais Williams revient dans le coup à l'approche de l'été. Notre stratégie à un arrêt a parfaitement fonctionné. C'était le bon choix. Même si j'ai dû utiliser quelques petits trucs pour réussir à économiser mes gommes jusqu'à l'arrivée. C'est l'une de meilleures courses, c'est sûr. Le mauvais départ de Lewis Hamilton a profité à Sebastian Vettel qui s'est installé en tête de la course dès le premier virage à la grande joie de la Scuderia Ferrari et de Maurizio Arrivabene. Mais la stratégie à 2 arrêts des Italiens a coûté la victoire au quadruple champion du monde allemand. Sébastien Vettel a tout tenté pour revenir dans les échappements de Lewis Hamilton, mais il a échoué à la 2e place. Quand j'étais en tête, je savais que derrière moi ce n'était pas des rigolos. Lewis donnait tout. Il voulait absolument rattraper le coup après son très mauvais départ. Je savais que nous avions le même rythme, j'ai donc dû tout essayer. Parfois j'étais très proche des murs, mais j'étais heureux de prendre ces risques parce que sinon, à quoi ça sert de rouler si on garde toujours une marge de sécurité? C'est ennuyeux. On est là pour tout donner, on se sent bien plus vivant quand on est proche des murs, c'est excitant, on voulait gagner. Une stratégie à un seul arrêt, voilà ce qui a permis à Lewis Hamilton de remporter le Grand Prix du Canada. Parti en pneus ultra tendres, le triple champion du monde a chaussé les gommes tendres au 25e tour, alors qu'il en restait 45 à parcourir. Un pari audacieux, mais gagnant de l'écurie Mercedes. Je pense que c'est le premier week-end depuis longtemps, tellement longtemps que je ne m'en rappelle pas, que je ne rencontre aucun problème durant tout le week-end. Bon, mis à part le départ.
Au départ, on n'est pas encore à 100%, mais c'est bien. Ça veut dire qu'on peut encore s'améliorer. Grâce à cette deuxième victoire consécutive, Lewis Hamilton est revenu à 9 points de Nico Rosberg au classement général, alors qu'il en accusait encore 43 de retard au soir du Grand Prix d'Espagne. Le Britannique réussira-t-il à prendre les commandes du championnat pour la première fois de la saison ce dimanche? Réponse d'ici 2 heures. Un tiers de saison écoulée, l'occasion déjà de tirer quelques enseignements, de parcourir les premières grandes lignes de ce début d'année. Débat, coup de cœur, coup d'éclat en compagnie de Bas Lenders devant le Grand Prix du Canada, dimanche dernier. Rosberg qui a été percuté. Ça va être quand même difficile pour Rosberg cette année pour rester devant Hamilton parce que on peut le tourner comme on peut, comme on veut. Hamilton, c'est quand même un pilote légèrement un petit peu mieux que Rosberg. Et c'est que même Rosberg qui travaille beaucoup, il ne va pas pouvoir vraiment combler ça. Mais non, il a encore une petite avance, mais il doit tout faire pour essayer de rester devant Hamilton. Oh, il passe. Il passe et puis il ouvre son freinage. Mais il peut continuer, je pense. Nico Rosberg. C'est sûr qu'il lui manque un peu d'agressivité. C'est quelque chose que j'ai déjà dit depuis tout le temps. Et c'était la même chose avec, par exemple, Jenson Button, David Coulthard. C'est des très bons pilotes, des excellents pilotes, mais qui sont peut-être pas assez agressifs ou pas assez égoïstes non plus. Et finalement, quand tu es un sportif de haut niveau, que ce soit en Formule 1 ou en athlétisme ou même au football, qui est un sport d'équipe ou quoi, pour vraiment arriver au top, il faut parfois être un peu plus égoïste, agressif. Il y a encore beaucoup de chances que c'est Hamilton qui deviendra champion du monde cette année. Et même avec son côté bling-bling, etc., il se sent bien comme ça et il est bien dans sa peau. Oui, parfois il va être un peu déconcentré, mais finalement il se sent bien, il se rattrape. Il a assez de talent pour le faire. Naturellement, le moment que, par exemple, Ferrari avec Vettel marche bien, à ce moment-là, ça sera différent. Mais contre un Rosberg dans la même équipe, ça va. Mais quand les autres vont se mêler, peut-être un Max Verstappen et un Vettel, ou peut-être un Alonso quand il aura une bonne McLaren, à ce moment-là, ça va être différent. Et là, il va devoir tout mettre. Mais contre un Rosberg, c'est suffisant comme il le fait maintenant. Maintenant, on voit le jeune Max Verstappen. Et il a tout ce qu'il faut pour être champion du monde parce qu'il a le talent, mais il a aussi cette agressivité et égoïsme qu'il faut avoir pour rester devant. On lui dit ton coéquipier est plus vite, laisse-le passer. Il va dire fourte, je fais ce que je veux. S'il veut me dépasser, qu'il me dépasse. Ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable. Mais là, on voit aussi que les Formule 1 peut-être d'aujourd'hui sont un peu plus faciles que les Formule 1 de l'époque de Ayrton Senna. Parce que c'est plus comme un jeu vidéo, mais c'est pas un jeu vidéo parce que sinon Max Verstappen ne sait pas faire la différence comme il fait par rapport aux autres pilotes. Il a vraiment un talent qui est plus grand que certaines autres. Il est au niveau d'Hamilton, il est au niveau d'Alonso, d'un Vettel. Tu peux pas avoir plus de pression, justement, tu as peut-être moins parce que voilà, j'ai déjà prouvé que j'ai ma place. Je pense que c'est juste qu'il a essayé des choses, qu'il est allé un petit peu au-delà de la limite et ça se paye cash à Monaco. Finalement, c'était la décision correcte qu'il fallait pour avancer et parce qu'ils mettent beaucoup d'argent dans ce sport, que ce soit chez Toro Rosso ou Red Bull, et il faut que ce soit à 200% efficace. Et c'était le bon choix de faire ce changement. Mais effectivement, c'est très dur. Pour Kvyat, il a encore la chance de pouvoir rouler chez Toro Rosso
parce qu'ils auraient pu dire c'est fini et on prend encore un autre jeune pour mettre chez Toro Rosso. Ce qui est chouette à voir, c'est vraiment un grand travailleur. Il a le talent et il travaille beaucoup. Et c'est ça qui est super bien. Il lâche rien et il méritait vraiment cette chance-là. Et en plus, il a fait un merveilleux travail. Et c'est surtout ça qui donne satisfaction. Et il est vraiment prêt pour être en Formule 1, et ça c'est clair. Et celui qui a encore des doutes là-dessus, il ne connaît rien du sport automobile en général. Sans McLaren, il n'aurait pas pu faire ses saisons en GP2, il n'aurait pas pu être champion en GP2. Alors c'était un choix, c'était le meilleur choix, le seul choix qu'il pouvait vraiment faire. Et maintenant, il est dans une situation où il y a 2 champions du monde qui sont chez McLaren, qui normalement, il y avait beaucoup de chances qu'il y avait une place pour cette année. Finalement, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y a pas de doute. Il est temps que Button prend sa pension et qu'il va faire autre chose et que Stoffel le remplace. Et si jamais Button rempile pour une année, Alonso aussi, normalement ce sera le cas. Il ne continuera pas, Button. Pour vous, Button va... Oui, en tout cas pas chez McLaren. Donc ça doit être Stoffel dans la McLaren en 2017. C'est clair. Sur un tracé comme celui de Bakou, on pouvait s'attendre à une séance qualificative passionnante. On l'a eu, principale victime de la Q1, Jenson Button, qui ne place sa McLaren Honda qu'en 19e position. Première McLaren éliminée en Q1 cette saison. En Q2, d'autres victimes de choix. Alonso 14e, gêné par le trafic. Sainz seulement 13e, alors que son équipier russe Fiat se classe en 7e et même en 6e position. Mais surtout Nico Hülkenberg, dont la Force India marche le tonnerre ici. Une première faute alors qu'il était dans un bon tour, tête à queue. Et puis une mauvaise communication avec le team sur le planning de son 2e run. L'addition, c'est une 12e place alors qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Mention par contre à Romain Grosjean qui met sa Haas à la porte du top 10 en 11e position. La Q3 sera pleine de rebondissements. Hamilton à la faute dans son premier run, voilà qui ruine aussi le tour de son équipier Rosberg. Le champion du monde repartira à la faute dans son 2e run, auteur numéro 12, suspension avant droite touchée, mais cette fois sans gêner Rosberg devant lui sur la piste. Drapeau rouge à 2 minutes 5 secondes de la fin de la Q3, élimination d'un Hamilton, 10e seulement sur la grille. Il sera aux côtés de la Red Bull de Max Verstappen qui se plaignait du comportement en piste de Bottas. La 4e ligne se compose de Bottas précisément et de Perez, 2e, mais qui écope de 5 places de pénalité pour un changement de boîte suite à son crash aux essais libres de samedi matin. En 3e ligne, Fiat qui monte donc d'un cran et Massa. En 2e ligne, les 2 Ferrari de Raikkonen et Vettel. L'Allemand crédité du même chrono que Ricciardo, mais devancé par l'Australien parce que celui-ci était en piste devant lui et donc toujours pas de première ligne pour Vettel. Ricciardo, premier à s'élancer pour le dernier tour, le seul qui restait après le drapeau rouge consécutif à la sortie d'Hamilton. Ricciardo va donc se retrouver 2e en première ligne. C'était trépidant, intense. Je remercie l'équipe qui m'a permis de réaliser un bon chrono et qui m'a lancé en piste au bon moment. J'ai eu un tour clair et réussi un bon temps. Le Mexicain Sergio Pérez a pu, grâce au boulot de ses mécanos, participer à la qualification et puis signer un super 2e chrono, malheureusement assombri de 5 places de pénalité pour changement de boîte. Je pense que l'on a réussi un super tour en Q3. La qualification a été compliquée car on n'a pas eu beaucoup de temps pour réparer la voiture après ma sortie aux essais libres. On perd toujours un peu de confiance. Il faut la retrouver, il faut aussi retrouver le bon rythme. Je suis très heureux de ce résultat et j'espère que l'on pourra encore progresser en course pour confirmer cet excellent boulot et terminer en bonne position. Le grand bénéficiaire de tout cela, c'est Nico Rosberg qui signe sa 25e pole confortablement acquise avec quasi 8 dixièmes d'avance sur la concurrence.
C'est l'une des qualifs les plus excitantes auxquelles j'ai participé. Heureusement, tout s'est bien passé pour moi. On a dû se réorganiser car Hamilton a commis en Q3 une petite erreur juste devant moi, ce qui a ruiné ma première tentative. Il m'a resté ensuite une possibilité, ça s'est bien passé. Je suis très heureux, c'est vraiment génial. Voilà, place au show de ce dimanche après-midi, le Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan. C'est dans un tout petit instant. À tout de suite.